Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une place à côté de lui qui est libre? Non. Donc on va commencer en avance, parce que vous êtes tous déjà là, merci d'être là. D'abord, je suis super impressionné, vous êtes beaucoup. Je suis développeur et je ne suis pas orateur du tout, c'est une première conf que je fais, donc je ne suis pas du tout à l'aise et j'espère que vous allez m'aider. Notamment, je n'ai pas préparé cette slide aux petits oignons en pensant plutôt répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à préparer vos questions pendant la conf, qui ne va pas être très très longue, et puis vous aurez du temps pour les questions après. Puis j'irai après à l'espace networking. Désolé pour les autres confs que j'irai pas voir, et pour les gens qui viendront parler avec moi, qui n'iront pas voir les autres confs, mais je serai disponible après. Je vous parle aujourd'hui de la culture Google. Je m'appelle Pascal Corpet. Voilà. Les slides sont disponibles à l'adresse bit.ly indiquée ici. Je pense que vous connaissez tous cette page-là. Peut-être pas exactement, parce qu'en haut à droite, là, il y a un bonhomme qui est chauve et vous n'avez peut-être pas le même bonhomme sur votre page d'avoue. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est à quoi ressemble Google de l'intérieur. Alors, évidemment, ça ressemble à ça. Ben oui, de l'autre côté, c'est comme ça. En pratique, on va parler de ce qui se passe chez les gens de Google. Beaucoup de gens utilisent Google. Il y a quand même peu de gens qui travaillent chez Google par rapport au nombre de gens qui utilisent. Et je vais essayer de vous partager un peu ce que j'ai vécu moi. Donc, je m'appelle Pascal. J'ai fait une école d'ingénieur à Paris, fini en 2006. Ensuite, j'ai bossé dans un ministère pour le gouvernement. Pas du tout la même ambiance, jusqu'en 2010, sur des projets tech où j'étais ingénieur puis manager. Et en 2010, j'étais embauché à Google Zurich, où j'ai travaillé donc pendant 5 ans. Et j'ai quitté Google en fin 2015, donc il y a 1 an quasiment exactement. Et je travaille maintenant chez Base Impact à Lyon. Base Impact, j'en parle 2 secondes, c'est une association start-up qui essaie de lutter contre le chômage. Donc, voilà, lancer un produit qui utilise la big data et les applications pour aider les chercheurs d'emploi. Et on recrute à Lyon. Voilà, vous avez mes coordonnées en bas, je vais les montrer plus tard si vous voulez. À Google, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé donc d'abord dans une section qui s'appelle Emerging Markets, dont le but était d'améliorer les produits de Google pour qu'ils marchent mieux dans les pays émergents. Donc notamment, moi j'étais chargé d'améliorer Google Maps dans les pays du Moyen-Orient, Middle East and North Africa, donc Moyen-Orient et Maghreb. C'était assez marrant, j'ai fait plein de langages différents, plein de prototypes qui essayaient d'utiliser des technos pas trop compliqués pour que les navigateurs puissent marcher. J'ai fait une application SMS. Donc j'étais pas mal développeur, plutôt donc SWE, ça veut dire Software Engineer. Ensuite j'ai basculé parce que Google a fermé un peu cette partie-là, qui commençait, vu que les pays commençaient à avoir des terminaux un peu mieux, il y a moins besoin de faire des prototypes et les produits phares marchaient aussi. Je suis passé sur la partie logging de Geo. Donc Geo, c'est tout ce qui est Google Maps, Google Earth, la partie Maps que vous voyez dans Google Search quand vous cherchez un restaurant sur Google. Il y a une petite encart qui se met en haut, ça fait partie de Geo aussi. Et donc j'ai travaillé beaucoup sur les logs serveurs, donc du coup un peu de vie privée. Je suis devenu aussi, j'ai commencé un peu à prendre la bouteille à Google. J'étais tech lead, donc c'est pas manager, mais c'est expert technique d'une équipe. Lead dev, je crois qu'on appelle ça ici. Je ne suis pas encore tout à fait au fait des langages. Où j'ai fait plutôt des librairies pour que les product managers, même certains marketeurs, d'autres équipes puissent utiliser les logs de manière plus transparente que de faire des requêtes dans des bases de données qui, laissez-moi vous dire, sont plutôt énormes. Qu'est-ce que j'ai fait bien dans le log pour vous donner une idée? J'ai fait plein de langages différents, mais sur la fin principalement du Go, dont je suis toujours fan, même si j'en fais moins maintenant. Et puis pendant 2 ans et demi, j'ai grossi cette équipe qui s'occupait du log uniquement pour travailler sur les analytics internes de Google Maps. Donc savoir que, par exemple, on a détecté que le bouton pour les itinéraires en Suède était cassé, parce que d'un seul coup, on a vu qu'il y avait moins de gens qui faisaient des itinéraires en Suède, parce que la version suédoise, quelqu'un avait changé la traduction suédoise et qui voulait plus rien dire, je crois que ça voulait dire panneau au lieu de direction. Personne cliquait dessus, ça ne marchait plus. Donc c'est des choses qu'on détecte avec les logs. Et c'est juste un exemple. On a fait plein de choses avec les logs pour en fait remonter des infos, des frameworks d'A/B testing. Donc j'étais plutôt sur la partie instrumentation pour aider d'autres gens à faire des requêtes sur comment l'utilisateur utilise Google Maps. Donc je suis devenu ici Tech Lead Manager, TLM, c'est marqué là. Et j'avais une dimension un peu plus aussi organisationnelle. Donc j'étais chef d'une équipe de 12 personnes. Pas chef, mais manager.
important pour moi, donc j'ai bien vu la culture Google aussi de ce côté-là en tant que manager. Alors attention, je ne suis plus chez Google, donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui a déjà 1 an de retard, ça fait un an que je suis parti. Je ne travaille pas chez Google et je ne suis pas payé par Google pour faire une conf aujourd'hui. Je ne sais pas s'il serait très content que je la fasse, mais moi je suis content de la faire. Je ne connais chez Google que la partie technologie, donc si vous connaissez la partie market, sales, bizdev, je ne connais pas ces gens-là. Ça m'est arrivé d'avoir des formations, notamment en formation management avec d'autres gens, et je me suis rendu compte à quel point c'était différent. Et donc, tout ce que je vous dis sur la culture, c'est pour les cultures tech, pas la culture que vous trouverez dans d'autres parties. Je connais principalement le site de Zurich. Zurich, il y avait 600 ingénieurs quand je suis arrivé, pardon, 600 personnes, dont 95% d'ingénieurs. Et le site a grossi jusqu'à 1200, 1300 même quand je suis parti l'an dernier, et ils n'ont pas arrêté de recruter, donc ils sont peut-être encore plus, même si je suis parti fin de mois, ils sont encore plus maintenant. C'est un site qui est assez particulier puisqu'il y a énormément d'ingénieurs. Pour comparaison, Paris, il y a 300 ingénieurs, mais il y a, je sais pas, 1000 sales à côté. Oui, enfin, c'est énorme, le ratio est complètement différent. Du coup, on croise moins de barbus. Donc, je connais bien Zurich. Normalement, aujourd'hui, je ne vais rien vous dire de trop secret. C'est peut-être des choses que vous ne connaissez pas, mais la plupart des choses, vous pourrez les trouver sur Internet, déjà exposées en anglais. J'essaie de les packager un peu différemment. Si jamais ça m'échappe, il y aura des trucs secrets, mais ce n'est pas le but. S'il y a des questions là-dessus, peut-être que je botterai en touche, puisque je ne suis pas là pour divulguer des secrets qui ne sont plus les miens. Et enfin, je suis parti chez Google, pas parce que c'était pas bien, j'aurais bien aimé rester, mais parce que ma femme a eu un poste à l'Université de Lyon et que c'était une occasion de ne pas rater, donc j'ai suivi ma famille ici à Lyon. Quelques chiffres sur Google, il y a 20 000 ingénieurs à Google. Donc 20 000, c'est énorme, énorme. C'est 11 fois le nombre de participants au Blend. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Et quand on se balade en Californie, à Mountain View, on croise que des gens qui sont excellents développeurs, excellents ingénieurs et dont c'est le métier. 20 000 personnes, c'est quelque chose de très gros. C'était créé en 98, donc c'est 18 ans, 6 fois plus vieux que le Blend. Il y a énormément de bureaux dans le monde qui travaillent d'ingénieurs. Donc Zurich en est un, je vous ai dit, mais il y en a aussi beaucoup. Donc Paris, 300 ingénieurs. Il y a Londres, il y en a aux États-Unis, il y a San Francisco, Mountain View, Chicago, Seattle, New York. Il y a aussi Tokyo au Japon, Sydney. Il y en a un peu partout dans le monde. Et les projets ne sont pas répartis par site, mais enfin pas uniquement par site. Par exemple, Google Maps n'est pas que à Zurich, mais sur plusieurs sites, toujours sur plusieurs sites. Donc ça va avoir une importance pour la suite. Donc, Zurich, j'ai déjà divulgué ça. Alors, un petit aperçu de Google Zurich pour commencer à vous donner une idée de l'intérieur. C'est quelque chose, c'est vraiment génial. Mon premier jour à Google Zurich était, le premier jour quand je suis passé venir faire les interviews, c'était extraordinaire. Je me suis dit, c'est absolument, si je peux venir bosser là, ça serait vraiment le rêve. Donc ça, c'est la salle juste à côté de là où je travaillais. La petite salle de réunion à côté. Encore une autre. Et c'est vrai, les gens travaillent vraiment comme ça. C'est pas juste de temps en temps pour la visite. La salle de sieste, c'est une salle que j'ai beaucoup utilisée, notamment en venant de voyage. Le toboggan pour descendre au restaurant. Et ce n'est qu'un aperçu. Si vous voulez voir un peu plus d'images, vous regardez sur Google Images, évidemment, Google Zurich, et vous trouverez énormément de choses dessus. Ça, c'est très, très marrant. Et ça fait partie déjà d'une idée, d'une culture un peu fun, un peu pour sortir du quotidien. Pour vous dire, moi, je vais au boulot en roller, et à Google, j'étais toujours en roller dans les bureaux. Ici, ils m'ont fait enlever mes rollers en bas, donc je suis en chaussures, désolé. Mais c'est un peu, on vient comme on veut, et comme il n'y a que des ingénieurs, les gens viennent comme ils veulent. Non, il faut quand même être habillé, je crois. La culture Google. Donc je ne vais pas en faire trop, mais je vais vous expliquer pas mal sur ce slide ce que j'en pense. La culture commence par les valeurs, et j'ai écrit quelques noms ici là-haut et qui veulent vraiment dire quelque chose. Et chez Google, donc c'est important d'avoir une culture parce qu'on est extrêmement nombreux. Extrêmement nombreux, donc ce qu'ils ont réussi à faire, c'est assez extraordinaire d'avoir une sorte d'unité, parce que ce qu'on retrouve à Zurich, on le retrouve aussi en fait dans la partie ingénieur, en tout cas à Paris, à une moindre mesure. On la retrouve à Mountain View, on la retrouve, j'ai visité différents bureaux, et à chaque fois on retrouve cette culture où les gens sont effectivement contents de travailler.
par ses valeurs, et ils vivent ses valeurs. Et comme vous avez vu sur le titre de ma conférence, c'est très difficile de transmettre cette culture. Et c'était un de mes défis, moi, en attaquant mon aventure suivante, c'était de pouvoir essayer de refaire un peu ce genre de choses. Mais comment le faire? Comment faire vivre ces valeurs? Et je vais vous essayer de vous l'expliquer par des outils qui déjà sont peut-être plus parlants que de parler de valeurs un peu théoriques. Et puis surtout, certains de ces outils, moi j'ai réussi à les répliquer ou à les faire l'équivalent dans ma nouvelle boîte. Et je vous conseille, si vous voulez en prendre une partie, de piocher dans ce que je vais vous présenter. Donc si on s'attarde 2-3 minutes sur cette slide, bosser chez Google, ça doit être fun. Ça doit être fun, on doit être content, l'esprit ouvert, on doit être positif par rapport aux autres, on est bienveillant par rapport au travail des autres, par rapport à son propre travail. On est en permanence quand même sur un objectif de performance. Google se targue d'embaucher les meilleurs ingénieurs du monde. Bon, ils m'ont embauché moi aussi, mais donc ça ne marche pas toujours bien. Mais c'est quand même le but, et notamment, heureusement, il y a l'amélioration continue. Donc même moi, j'ai pu m'améliorer. Et je peux vous dire qu'en 5 ans, j'ai vraiment évolué. Et pas uniquement sur les technologies que je connaissais, mais aussi sur ma propre personne. Je suis capable de vous parler aujourd'hui. Vous auriez dû me voir il y a 5 ans. C'est quelque chose qui est très important et qui non seulement est très important pour les gens qui travaillent, mais aussi pour les managers. Donc en tant que manager, c'était très important que les gens de mon équipe soient dans cet esprit-là. Quitte à sortir les gens qui ne veulent pas être dans cet esprit-là, qui disent « Oui, moi je suis très bien, je suis développeur, je prends ma tâche dans mon Scrum et je la fais. » Non, mais très bien, il y a plein de boîtes qui font ça et qui seront ravis de te recruter. Ce n'est pas l'esprit ici. Donc la culture, ça passe aussi par le recrutement. Et puis, deux choses que j'ai laissées pour la fin, qui sont pour moi les plus importantes marquantes de ce que j'ai découvert à Google, c'est la transparence. Alors ça reste une transparence interne. Vous ne connaissez pas beaucoup de ce que je veux dire aujourd'hui parce que ce n'est pas forcément divulgué. Mais en interne, sur les 20 000 ingénieurs, il y a une transparence énorme. Bon, j'ai peut-être un contraste un peu dur en sortant du ministère de la Défense où je n'avais pas le droit de voir ce que faisait mon voisin. Mais c'est quand même quelque chose d'énorme et ça va revenir beaucoup dans les outils que je vais vous présenter. Et puis l'esprit d'initiative qui est extrêmement recommandé. L'initiative, c'est un outil génial pour scaler. On va en parler dans 2 secondes. Donc la culture, elle sert, et par les outils, c'est à appliquer ces valeurs. Ces valeurs, elles sont écrites quelque part, je crois. Peut-être pas sur là. En fait, ces valeurs-là, je les ai remontées des différents outils que j'avais en tête et j'ai réussi à les ressortir. Mais Google a aussi affiché des valeurs. Vous cherchez Google Values, par exemple sur Google, et vous trouverez une liste des valeurs, à quel point ils croient. Ça ne matche peut-être pas forcément. Mais la culture qui est en interne fait que ces valeurs sont vivantes tous les jours. Pas forcément qu'à l'embauche, mais aussi dans le quotidien, les gens se reprennent et ils sont googly. Ça sert à recruter ou à retenir des gens. C'est pour ça que pour moi c'est important de reproduire. Si jamais vous avez une culture d'entreprise qui est par exemple axée sur la performance uniquement, et vraiment performant, vous allez attirer des gens qui veulent être comme ça, et peut-être qu'ils seront moins marrants, mais au moins ils seront performants, si votre culture le fait bien passer. Et c'est ça surtout à scaler. Dire que vous pouvez avoir un PDG qui fait une conf avec 1800 personnes et qui arrive en peignoir sur l'estrade, ça arrive. Vous pouvez avoir des CTO qui se déguisent en Stormtrooper en invitant tous leurs employés à voir Star Wars ensemble. Ça marche bien une personne, mais quand on a 20 000 personnes, le CEO ou le CTO, on ne le voit pas. Et donc passer par la culture, c'est quelque chose qui permet de vraiment répandre cet esprit et répandre ces valeurs à plus large échelle. Et puis surtout, c'est quelque chose qui se construit, qui se travaille. Et ça, chez Google, c'était une des choses qui m'a vraiment impressionné. C'est que ce n'est pas Larry et Sergey qui sont les fondateurs de Google. Ils ont mis cet esprit-là au début en local. Ils ont essayé d'établir la culture. Et puis après, les gens l'avaient, les premiers employés l'avaient, l'ont répandu et ça a marché. Mais ils ne sont pas du tout arrêtés là. Dès le début, ils se sont dit, cette culture, c'est quelque chose qu'on va vouloir faire de manière un peu professionnelle, où on va vérifier qu'elle est bien, qu'elle avance, on va prendre le pouls régulièrement, et que c'est pas juste, si ça ne marche pas, c'est dommage. Non. Ils avaient donc Google a un département qui s'occupe du développement personnel, de la culture, et qui en interne, et qui fait ça extrêmement bien de manière professionnelle, qui sort des papiers de temps en temps de sociologie d'entreprise assez impressionnant. Donc,
petit message, en tout cas pour moi dans ma nouvelle boîte, c'est pas de me dire bon ben ça va être super, si jamais j'ai déjà ça en moi, je vais le passer à mes collaborateurs, ça va bien se passer. Déjà j'ai pas réussi à créer ma propre structure, j'ai rejoint une autre structure, donc c'est pas que ma culture, mais c'est quelque chose que je travaille avec mon président et qu'on essaie de garder à la fois à l'embauche, à la fois, et qu'on se dit ben, c'est normal qu'on en parle et c'est normal si c'est pas super simple et que tout se découpe pas, ça se travaille. Alors je vais maintenant enchaîner. Je vais essayer de faire assez rapidement sur une multitude d'outils. Je crois que j'ai 8 ou 9 slides. J'avais dit 6, mais je n'ai pas réussi à tenir. Je vais essayer de passer très vite sur chacun, volontairement, pour que vous posiez des questions après en disant oui, tel outil, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Comme ça, on va éviter les outils qui sont soit que vous connaissez tous et qu'en fait je ne savais pas que c'était très connu à l'extérieur ou que vous utilisez déjà tous les jours, soit sur les outils qui sont simplement chiants et qui ne servent à rien. Donc les outils sont à gauche, les valeurs en haut, et j'ai dit à quoi servent les différentes choses. Donc normalement, il y a des cases un peu partout, et notamment beaucoup dans la transparence et dans la prise d'initiative. Je n'ai pas reparlé de l'initiative, j'en parlerai à la fin. Code Search. Code Search, c'est un outil en interne qui permet de lire, de browser le code de Google. Il faut savoir que le code de Google est dans un seul repository, et que tout le monde, en interne, il y a une transparence de dingue. On peut accéder à tout le code de tout Google. On n'a pas les clés SSH privées, non. On n'a pas les configs serveurs fines, mais on a accès à tout le code. Donc, Code Search, c'est un outil qui fait simplement une bonne recherche de geek, donc avec des expressions régulières, avec des champs, et très très bien. Et disons que j'utilisais très peu Stack Overflow parce que j'allais d'abord faire mes regex sur Code Search avant de sortir ailleurs. Notez les noms parce qu'il y en a beaucoup, donc si vous voulez reposer des questions, notez le nom quelque part et puis on reviendra dessus. Ideas. Ideas, c'est un site en interne où chacun va mettre sa boîte à idées, chacun va mettre son idée et de manière construite, les gens qui veulent commencer un nouveau projet vont voir là-dessus, les gens se répondent, c'est un peu un Reddit puisqu'on peut aussi voter sur les différentes idées. Ça peut être des idées très farfelues sur un nouveau produit qui va être super, comme une idée sur un tout petit truc. Donc hier j'étais à une conf où le présentateur demandait qui a des idées, tout le monde a levé la main, qui les a appliquées, beaucoup de gens ont baissé la main. Là typiquement c'est des choses qui vont pas être perdues et si quelqu'un a l'énergie pour le faire, ou si c'est vraiment une très bonne idée, ça sera fait. Donc à chaque fois je remets les valeurs qui pour moi sont associées à cet outil. Les badges. Les badges c'est un de mes outils préférés, donc c'est un serveur à l'intérieur de Google où on peut, qui attribue des badges à chacun. Donc c'est même sur tous les employés. On va voir la page de l'annuaire, on a la liste de tous les badges qu'on a eu et un badge peut être attribué. Au début, on a un badge qui est employé depuis moins de 3 mois et on a juste un petit badge. Ensuite, si jamais on commence à travailler dans un langage ou dans un autre, on récupère le badge je travaille en Go ou je travaille en Java. Et puis au fur et à mesure, les badges s'acheminent et il faut savoir que ces badges sont faits par d'autres Googlers, d'autres employés de Google qui font un petit script pour dire voilà, je vais attribuer le badge à telle ou telle personne. Alors il y a des badges complètement délirants. Par exemple, ton username et ton prénom à l'envers. Donc tu as un petit badge. Donc n'importe qui peut créer un badge et n'importe qui peut l'afficher. Ça crée un truc assez sympa sur les gens qui s'y mettent et puis parfois des trucs un peu plus... les Googlers sont assez joueurs, on va dire. Pour motiver quelqu'un pour t'aider pour un projet, tu vas dire ouais, mais si tu le fais, j'ai créé un badge pour faire ça et le badge est trop cool et les gens vont essayer de l'avoir. Les snippets. Snippet, c'est un outil qui permet de chaque semaine mettre à jour ce qu'on a fait dans la semaine, donc en mode juste quasiment log, dire même juste ce que j'ai fait, ce qui m'a bloqué, ce que je compte faire la semaine prochaine. Ça fait 5 à 6 lignes et c'est de manière très transparente, donc toute la boîte peut voir les snippets de tout le monde. Donc notamment, je peux voir les snippets de mon N+4, il y a quand même pas mal de monde, de mon N+6 même, pour voir qu'est-ce qu'il a fait cette semaine, où il en est. Ça évite beaucoup de temps en meeting, puisqu'on a juste à regarder les snippets de son équipe et pour avoir une mise à jour d'où on en est. Et généralement, je lis plus vite que ce que eux ne parlent. Easy OKRs. OKRs, ça veut dire Objective and Key Results, les objectifs clés. C'est un peu le pendant de snippets pour un peu plus loin, donc à 3 mois. Donc chez Google, on nous dit de faire des moonshots, de viser la Lune. On vise rarement la Lune sur une semaine, on essaie plutôt de le viser à 3 mois, on est cool à Google.
Et ça, on les publie de manière ouverte, de la même manière. Donc chacun publie ses objectifs, donc à la fois l'objectif de son équipe, mais aussi ses objectifs personnels d'amélioration continue. Par exemple, je vais mettre, j'aimerais bien que ce trimestre-ci, j'arrive à présenter devant 60 personnes sans trop bafouiller, en étant un peu à l'aise. Et c'est quelque chose que je mets de manière publique, donc les gens vont pouvoir m'aider et regarder ce que je fais. Go/. Il faut savoir que dans Google, ce qu'ils savent très bien faire, c'est la recherche en extérieur. En interne, Google ne marche pas du tout pour la recherche interne. Donc, on l'utilise très très peu. On gueule toujours sur la recherche sur l'interne. Donc, ce qui est utilisé, c'est Go/. Et tous les documents qu'on fait sont accessibles par un Go/. Je vous donne un exemple. En fait, avec à l'extérieur, Bitly. Donc, Pascal Lyon, donc je fais du mentoring à Lyon, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés. Et j'ai créé un lien court. Sur Bitly, on peut facilement créer des liens courts, mais souvent ils sont illisibles. Et en fait, on les fait de manière lisible. On peut les customiser sur Bitly si on se log. Go, c'est l'équivalent en interne de Google, qui fait que tout est accessible par un Go quelque chose. Donc, dans une présentation ou dans une petite affichette dans les couloirs, on va voir, tiens, on a lancé tel nouveau produit ou on a besoin d'aide sur tel nouveau produit, Go/bar, et c'est pas un QR code à scanner ou je sais pas quoi, c'est facile à retenir. On arrive dans son ordi, on peut le retaper, c'est hyper pratique. Ça, c'est un truc que j'ai tout de suite relancé dans ma nouvelle boîte. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai créé un petit serveur qui tourne sur un Docker, donc un peu indépendant. Si vous voulez pas partager tous vos liens avec Bitly, tous vos liens internes avec Bitly, vous pouvez lancer votre propre serveur. Testing on the toilet. Dans toutes les toilettes de Google, en tout cas dans la partie 1G, il y a des petites affiches avec des astuces. Donc là, l'astuce du jour, c'est sur les tests qui font des questions de changement, c'est vraiment pas bien. Et ils expliquent pourquoi. Et c'est des petites affiches qui sont des astuces un peu soit de veille techno, soit de quelqu'un qui veut relancer souvent autour des tests, parce que testing de toilette, mais parfois ça dépasse un petit peu, qui booste un peu tous les ingés à se reposer la question sur un truc ou sur un autre. Et ça change toutes les semaines, proposé par différents employés de l'entreprise. Et ça marche super bien, et puis ça fait un peu la queue aux toilettes, mais ça passe. On a le droit de les afficher aussi ailleurs. Kudos. C'est un site interne où les gens se félicitent publiquement. Alors pour la culture française, c'est pas forcément facile, mais une fois qu'on s'y est venu, c'est vraiment extraordinaire. Quand quelqu'un a fait quelque chose de sympa, de bien, alors ça peut être extraordinaire ou pas. En moyenne, moi je dirais que j'en envoyais un kudos par semaine et j'étais plutôt quelqu'un qui en envoyait beaucoup, mais c'est quelque chose qui après se fait où on pense à quelque chose de bien que l'autre a fait, on prend le temps de le rédiger, et rien que ça, c'est quelque chose qui est très, très valorisé et qui entretient cette culture de bienveillance Alors parfois c'est un peu fun, on va dire. Parce que si c'est juste merci de m'avoir laissé le dernier sushi, c'est pas forcément que du pratique, mais c'est toujours dans cet esprit ouvert et transparent. MemGen, je crois que c'est le dernier. Vous connaissez les mèmes peut-être, c'est de faire une image, on ne la voit peut-être pas là-haut, qui prend une image célèbre derrière et qui met un texte par-dessus, un peu humoristique. Donc si je vous en dis un qui est là, c'était juste après l'acquisition juste après que Marissa Mayer prenne la tête de Yahoo, et on voit Larry et Sergey qui parlent. Elle me manque déjà, est-ce que tu peux racheter Yahoo pour moi? Alors, ce même-là, avec Larry et Sergey en estrade, c'est devenu vraiment partie intégrante de la culture de Google. Et toujours, il y a à la fin, est-ce que tu peux l'acheter pour moi? Parce que Google essaie pour acheter les boîtes où c'était j'ai cassé mon smartphone, est-ce que tu peux racheter Motorola? Parce qu'effectivement, Google avait racheté Motorola. Donc, toujours des blagues comme ça. Et c'est quelque chose qui est devenu énorme. C'est-à-dire que je dirais que 90% des ingénieurs regardent ce site au moins une fois par semaine. Et on upvote les bons mèmes, et chacun peut en créer. Et la gloire ultime, c'est d'être notre numéro 1 pendant un jour complet avec une super idée. Et ça crée une culture vraiment soudée où les gens reconnaissent les mêmes images, reconnaissent les mêmes textes, parlent des mêmes choses. Et on parle de l'actualité interne, l'actualité externe. Parfois, ça taille vraiment sévère. Quand on parlait de Google+, quand Google+ a lancé, il y en avait beaucoup sur Google+, et c'était impressionnant. Et c'est de manière très bienveillante, regardez de manière très bienveillante aussi par
par les chefs, même qui eux peuvent se faire tailler, etc. Il y a des limites, si jamais ça devient, s'il y a de la diffamation ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a même un des avocats de Google qui est chargé juste de ce produit-là. Ça pose de problème. Voilà, je suis arrivé quasiment à la fin. Je vous remontre les outils avec là où ça va. Donc s'il y a une valeur pour vous qui est importante que vous développez l'outil, regardez-la maintenant. Et puis, je vais vous laisser la parole. J'accepte des questions aujourd'hui plutôt sur les outils de la culture, au moins dans un premier temps, dans les 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, on pourra passer, si vous voulez, à des questions d'ailleurs sur Google de ce que j'ai fait. Et puis même, on peut continuer après. Des questions ? Quels outils vous voulez que je parle en plus de détails ? J'ai 2 questions. La première question, ça se pose principalement sur Ideas. Donc principalement, c'est une boîte à idées. Donc en fait, vous publiez, un de vos développeurs développe une idée et le propose. Est-ce que c'est un système un peu comme un forum, donc c'est-à-dire chacun peut apporter ses idées, ou il faut que vous organisez un meeting sur cette idée si elle est suffisamment intéressante ? Non, c'est plutôt très léger. C'est-à-dire que le développeur n'a même pas implémenté quoi que ce soit. Ça peut être quelqu'un du marketing, n'importe qui a une idée sur quelque chose, va la proposer, et que les gens vont voter et discuter comme sur un forum plutôt. Et après, c'est au bout d'un moment l'idée à prendre la valeur et que c'est quelque chose qui est un outil, par exemple, on a une idée pour améliorer Gmail. Le product manager de Gmail va peut-être en entendre parler, aller voir et essayer de l'appliquer. Mais l'application se fait un peu séparée. IDS, c'est vraiment pour recueillir les idées, la boîte à idées. Après, est-ce qu'il y a un système d'historique, c'est-à-dire qu'on voit comment les idées évoluent, qui est la contribution de chacun donc ? Oui, mais l'origine d'une idée n'a que peu d'importance chez Google, c'est l'exécution qui compte. Effectivement. Ensuite, c'était la question pour Kudos. Donc, je le dis bien. C'est principalement, est-ce que vous dites que c'est pour faciliter ses collègues, mais est-ce qu'il y a un système de modération pour... c'est vraiment que libre accès ? C'est-à-dire, est-ce que ça peut vite déraper Est-ce que ça peut déraper ? C'est que libre accès. Après, c'est justement, ça ne dérape pas parce que ça fait partie de la culture de Google et que si jamais, j'imagine que si jamais ça dérapait, il y aurait un manager qui va en parler avec la personne qui dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est pas un outil qui fait pour ça et ça correspond pas. Éventuellement supprimer a posteriori, mais je n'en ai jamais entendu parler. Excusez-moi, je voulais juste poser. D'autres questions ? Alors, oui, j'ai le micro directement. J'ai une question sur... Alors, je ne me rappelle plus le nom de l'outil. C'est l'outil qui permet de gérer les objectifs. Les objectifs à 3 mois, là, décrocher la Lune dans 3 mois. Donc ça, il y a les objectifs corporate, j'imagine, qui sont peut-être écrits dans cet outil par le top management. Mais j'ai mal compris, mais tu disais qu'il y avait aussi les objectifs de chacun des employés. Quand tu faisais faire une conférence, c'est un objectif, etc. Et donc, au niveau des employés, ils déclarent des objectifs, approfondir un nouveau langage ou ce genre de truc. Et quel feedback il y a sur cet objectif qui est déclaré après ? Est-ce que ça a une importance dans l'évolution en tant que Googler d'annoncer des objectifs, d'y arriver ou pas ? Est-ce qu'il y a un soutien du management ou de l'entreprise avec de tes collègues ? Enfin, voilà. Merci pour la question. Tout à fait. Donc, l'outil en tant que tel, Easy OKR, c'est juste un outil pour prendre les choses et les afficher. Il n'y a pas de vérification automatique, de malus ou de bonus si jamais tu as obtenu cet objectif. Ça ne marche pas. Mais derrière, ça montre que tous les Googlers parlent avec leur manager de, effectivement, qu'est-ce qu'ils veulent faire d'ici 3 mois. Et c'est une bonne manière de les recueillir et de les afficher que de les montrer là. Mais oui, c'est un impact que le Googler en discute avec le manager, que le manager lui dise tes objectifs, si jamais il veut que l'équipe atteigne la Lune, ça ne va pas beaucoup nous aider, ou plutôt de dire ce qui arrive plus fréquemment, pour ton niveau de seniorité, c'est un peu ambitieux. Si tu arrives à faire, c'est extraordinaire. Tu seras bien noté, on verra après, mais la notation est séparée de l'outil. C'est plutôt un outil mais qui montre que chacun est en amélioration continue, chacun se fixe des objectifs de manière non fliquée. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a peut-être 40% des gens seulement qui utilisent cet outil-là. Les autres, soit on discute librement avec leur manager, soit en d'autres outils. Bon, j'ai une question sur l'outil Snippet.
Je vois bien l'idée, effectivement, je pense que c'est intéressant que tout le monde puisse valoriser un petit peu son travail, expliquer son expérience. Mais quand ça se passe sur la durée, parce qu'effectivement, au bout d'une semaine, 2 semaines, on se dit bah, j'ai logué un petit peu mon activité, personne ne me répond, ou ouais, j'ai eu un like ou pas, un commentaire. Mais sur la durée, est-ce que vraiment, comment ça se soutient, ce programme-là? Super question. Donc, sur Snippet, c'est d'abord personnel. C'est un log personnel sur ce que j'ai fait. Et sur la durée, pour moi, c'était vraiment super utile pour me dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait depuis 3 mois? Hop, j'affiche tous mes snippets et je regarde un peu comment j'ai évolué, qu'est-ce que j'en ai fait, qu'est-ce qui s'est passé. Sachant qu'en fait, il n'y a pas de commentaires dans Snippet. C'est de manière publique. Et les commentaires, c'est plutôt, tiens, je vais le contacter. Donc moi, je regarde les snippets de mes collègues et je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait un truc un peu proche de moi. Je dis, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas parlé avant? Je vais lui parler directement. Donc et sur la durée, les gens, en tant que manager, je poussais beaucoup les gens à aller remplir les snippets parce que aussi c'est pratique pour être sûr de ne pas oublier quelque chose. Mais c'est plus pour eux-mêmes qu'ils vont le faire que pour avoir du feedback. Et quand on arrive, donc tous les ans, on peut demander une promotion. Pour ça, il faut expliquer tout ce qu'on a fait depuis un moment. Et si vous avez déjà regardé des logs de votre vie ou quoi que ce soit, c'est extrêmement intéressant d'avoir la durée au contraire. Ça répond à ta question? Bonjour, déjà merci pour le partage. Là, tu nous as fait part d'outils internes utilisés du coup qu'en interne chez Google, et tu nous as fait part aussi que tu les utilisais du coup au quotidien dans ta nouvelle boîte, notamment le Go que tu as réinstallé sur un serveur. Du coup, la question c'est, est-ce que c'est des outils qui sont internes mais disponibles pour le reste du monde, ou ça reste quand même des outils que pour Google ou les anciens Googlers? Merci pour la question. C'est un problème. C'est qu'aujourd'hui, ces outils n'ont pas vraiment d'énormes valeurs spécifiques Google, c'est-à-dire qu'ils pourraient très bien être mis en open source, mais ils ne le sont pas, notamment parce que souvent ils sont sur des stacks internes. Il y en a beaucoup qui utilisent l'accès au username, on ne sait pas comment ça marche dans notre boîte, donc ils ne sont pas ouverts. Mais non, aucun de ces outils, je crois, n'est ouvert à l'extérieur. Il y a des équivalents, il y a des anciens Googlers qui ont monté des boîtes pour le faire. Donc le kudos, il y a une boîte qui vend ce service à d'autres entreprises. Même Gen, il y en a plein de clones qui font ça. Qu'est-ce que je pense? Snippet, il y a des anciens Googlers qui ont créé un snippet bot pour Slack, que nous on utilise. Mais non, il n'y a pas de manière générale une volonté de sortir ces outils. Peut-être aussi pour avoir une culture Google qui reste. Je ne sais pas s'il y a vraiment de volonté derrière. Merci. D'autres questions? Merci. Est-ce qu'il y a des outils que tu as vus et qui t'ont déplu ou qui sont anti-valeur pour toi? Voilà. Est-ce que vous arriverez à me faire dire du mal de Google? Ça va être difficile. Mais juste pour ta perception dans la translation vers Lyon. Alors, il faut savoir que tous ces outils sont utilisés de manière volontaire par les gens, plus ou moins. En tant que manager, moi j'étais vraiment dans le dos des gens pour qu'ils utilisent leur snippet ou d'autres. Un des outils qui n'était pas très bien fait et qui a été plusieurs fois essayé de recréer, c'était la gestion des produits, des projets, d'avoir une transparence sur il y avait un annuaire bien fait en interne pour savoir quelles sont les équipes et qui fait quoi, mais d'avoir un peu la continuité d'un projet sur le long terme. Il y avait un outil qui s'appelait PDB, comme Project Database original, qui faisait ça, qui était pas bien, et qui rigidifiait un petit peu trop les projets. Et donc personne ne l'utilisait parce que la culture Google, c'est effectivement aussi de tout bouge, tout change. Et en fait, après 3 mois, on n'a pas envie d'updater le nom et ces choses-là qui servent en interne. On préfère vivre et passer sur le futur. Donc c'est peut-être un exemple. Mais les outils qui ne servent pas ou qui sont anti, à part ceux qui sont obligatoires pour la RH, pour gérer les vacances, pour gérer la paye, les bonus, tout ça, oui, effectivement, ça c'est pas forcément très googly et c'était pas utilisé, mais sinon les autres, ça c'est pas googly, on l'utilise pas, quoi. Bonjour.
En dehors des outils, en particulier Snippets, il y avait des réunions récurrentes pour updater justement les collègues sur ce qui était fait, ou c'est vraiment juste à travers l'outil? Alors ça dépend, Parce ça que dépend là, je des équipes. vois Ouais. pas de réunion, mais C'est du coup, il n'y en a plus du tout. Ça dépend. Ça dépend des équipes. Donc après, on travaille en open space. Donc, les réunions, si jamais il y a un design à faire, on prend 3 collègues, on commence à parler, le 4e intéressé, il vient, donc il n'y a pas forcément de réunion officielle. Sur mettre à jour les gens, donc faire un tour de table pour dire que chacun dise où il en est, non. Du coup, selon les équipes, et nous on en faisait au minimum. Même pas de daily meeting ou des choses comme ça? Si. Donc là, tu l'as... la même manière, mais ça ne se fait pas en seule réunion. C'est-à-dire tout le monde se lève de son bureau, on est autour des bureaux, on parle, et c'est 5-10 minutes. Mais effectivement, là, ça. Et après, il y avait des réunions d'information sur quelque chose qu'on fait passer, ou des présentations techniques qui réunissent tout le monde. Donc hebdomadairement, il y a quelqu'un qui va présenter son projet plus en détail, mais ce n'est pas un truc où chacun fait le tour et dit ce qui se passe de manière, voilà ce qui s'est passé pour ma semaine depuis longtemps. Moi, j'en ai une du coup. Des astuces pour réduire le temps de la daily meeting si chacun commence à parler un petit peu et c'est un peu difficile de couper de temps en temps. Mais... Le timer. Il y en a un qui fait un timer affiché comme ça et qui laisse 1 minute à par personne. Et quand ça sonne, il s'arrête. Ah, donc il faut qu'il sonne, en fait, c'est pour ça. Il faut aussi que le groupe soit d'accord que ça doit durer qu'1 minute ou 1 minute 30 le temps de partie et qu'on dise qu'on ne laisse pas parler trop la personne après, avec une flexibilité de temps en temps éventuellement, mais c'est ça que j'utilisais. Bonjour. Je me demandais, est-ce que l'application Kudos fonctionnait bien, dans le sens où elle n'avait pas un impact négatif sur la culture, peut-être en termes de compétition entre personnes, ou peut-être de remerciements peut-être pas totalement désintéressés, ou ce genre d'impact sur la culture? Je vois un peu ce que tu veux dire, mais c'est aussi dans un esprit français qu'on peut se poser la question, je pense. Non, vraiment très très peu. Alors, il faut savoir que Google, il y a plusieurs niveaux de félicitations des collègues. Le premier niveau, donc, c'est le kudos public. Le niveau d'après, c'est le peer bonus. C'est un bonus qu'on va attribuer à un de ses collègues. C'est pas nous qui le payons, c'est la boîte qui le paye, mais on peut lui attribuer et il gagne 200 €. Donc ça, c'est le niveau un peu au-dessus où là, il y a plus de vérification, qu'il n'y a pas de triche pour gagner de l'argent un peu indûment. Mais donc, du coup, le kudos est vraiment très, très naïf et sympa et va être envoyé assez rapidement. Et surtout, les personnes prennent le temps de penser ce qu'ils vont mettre dessus. Je ne connais pas de cas où le merci était ironique. Et la plupart étaient vraiment sympas et dans une bonne ambiance. Ce qui arrive, c'est les gens, au contraire, demandent des kudos. Si je t'ai rendu un super service et que je me suis décarcassé, j'aimerais bien que tu m'envoies quelque chose. Et vu qu'il y a l'outil, tu pourrais au moins m'envoyer un kudos. Donc il y a pas mal de blagues là-dessus parce qu'on sait que c'est à la fois pas très googly de ta part de ne pas m'envoyer de kudos, mais c'est pas du tout googly de ma part de les demander. Notamment de demander, tiens, tu devrais m'envoyer un pire bonus quand même, je sais plein de choses, ça se fait pas du tout. Du coup, au contraire, il y a des blagues donc dans le même gène interne, pour revenir sur l'autre outil, sur des gens qui se font des phrases un peu louches pour dire en fait c'est un appel à kudos ou un appel à pire bonus. Ça te répond à ta question? On va prendre une dernière question ici et je vous invite, comme disait Pascal tout à l'heure, à le retrouver au village juste après si vous avez d'autres questions. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question. Qu'est-ce que Google utilise comme outil pour faire du reporting, la recette et le planning de chacun de l'équipe ou même l'agenda? Est-ce que vous utilisez Google Agenda ou c'est encore un autre outil développé en interne? Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre par la fin parce que pop. Donc, l'agenda, oui, on utilise Google Agenda. Et quand ça ne marche pas, on envoie une pull request ou un bug à l'équipe Agenda qui se trouve à Zurich, donc c'est pratique. Non, on utilise beaucoup Google Agenda pour gérer les différents agendas. Alors ensuite, le reporting et la recette, je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait le sens. Mais... les reporting du temps passé dans la journée ou parce que nous, en agence, on doit dire aujourd'hui j'ai passé 2 heures sur tel projet, telle tâche. 2 heures en réunion d'équipe. Voilà. Si je sais pas, Google gagne, je dirais 70%, 80% de son chiffre d'affaires avec la pub. En interne, moi, j'ai pas approché
jamais approché un produit qui gagnait de l'argent. C'est-à-dire que je travaillais pour l'analytics, qui ne gagne pas d'argent, de Google Maps, qui ne gagne pas d'argent, pour qu'il y ait plus de monde qui arrive sur la recherche, qui ne gagne pas d'argent, pour qu'il y ait de la pub sur la recherche, qui gagne de l'argent. Donc le fait que moi je passe un jour, 1 heure, 2 heures, c'était quelque chose qui était très loin. Donc ça, effectivement, c'est difficile à aider pour des gens qui ont plus de problèmes d'argent. Google n'a pas de problème d'argent. Donc du coup, il y a beaucoup moins cette contrainte et les gens sont beaucoup plus libres de bosser plus ou moins selon leurs horaires. Les collègues arrivent tard, repartent tard, travaillent peu mais efficacement. Ça, c'est plutôt le manager qui va gérer dans l'esprit d'équipe. Mais il n'y a pas de reporting précis en ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reporting du tout, dans le sens où si jamais quelqu'un, notamment, veut essayer d'estimer combien de temps ça a pris pour faire tel ou tel projet, ou combien de temps on va faire pour faire tel ou tel projet, donc il y a des estimations, mais qui se font après avec des outils, où il n'y a pas d'outils officiels pour le faire. Chaque équipe, chaque manager, chaque programme manager va essayer d'estimer avec ses outils à lui, un Google Spreadsheet, des outils de programme manager que je ne connais pas. Ça répond à ta question? Oui. Et pour la recette... C'est quoi la recette? Well, c'est des tickets de retour sur un projet. Par exemple, là, il y a un bug. Là, ah oui, où il y a un outil en interne qui s'appelle Buganizer. Qu'est-ce qu'il y a comme équivalent en externe? Juste une gestion de tracking de tickets où on remonte, on fait à la fois les bugs qu'il y a ou les features qu'on veut faire plus tard. Et chaque projet les gère avec un ordre de priorité comme il l'entend. C'est assez indépendant, différentes équipes, différents projets gèrent un peu les outils qu'ils veulent.